Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans la 5e vidéo sur les creepypastas sur la chaîne Le Compteur. Comme l'ayant dit dans ma première vidéo, cette creepypasta va être plus longue que d'habitude. La creepypasta qui va suivre me tenait beaucoup à cœur car c'est la toute première creepypasta que j'ai lue, et à l'époque ne sachant pas que les creepypastas étaient des histoires inventées, celle-ci m'a bien foutu les jetons. Alors j'espère qu'elle vous fera autant peur que moi. Sans plus attendre, commençons la creepypasta. Ma copine continue de me parler sur Facebook. Ma copine décédée continue de me parler sur Facebook. J'ai des captures d'écran. Je ne sais pas quoi faire. Ma petite amie est morte le 7 août 2012. Elle a été victime d'une collision entre 3 voitures quand elle rentrait du travail. Quelqu'un avait grillé le feu rouge. Elle est décédée quelques minutes après l'accident. Nous sortions ensemble depuis 5 ans à ce moment-là. Elle n'était pas partisane du principe du mariage, c'était archaïque, disait-elle, avec un air étrangement triste. Mais si elle l'avait été, je l'aurais épousée presque immédiatement. C'était une sève bouillonnante, ce genre de fille qui fonçait à chaque occasion. Elle était heureuse quand on campait, mais elle était très technophile aussi. Cela dit, elle n'était pas parfaite. Elle disait de temps en temps des choses comme « Si je meurs la première, ne dis pas juste des choses gentilles sur moi. Je n'ai jamais aimé ça. Si tu ne m'insultes pas, c'est que tu me joues un mauvais tour. J'ai beaucoup de défauts et ça fait partie de moi. » Donc voilà. La musique qu'elle disait aimer et la musique qu'elle aimait vraiment étaient très différentes. Son idée de l'affection était comme simplement te mettre une main sur l'épaule et de te rapprocher d'elle. Elle avait des orteils vraiment longs, comme un chimpanzé. Je sais que ce sont des détails, mais je ne me sens pas de parler d'elle sans que vous ayez une idée de comment elle était. Entrons dans le vif du sujet. Émilie était morte depuis presque 13 mois lorsqu'elle m'a envoyé le premier message. Émilie. Salut, Nathan. C'est qui? C'est vraiment bizarre de recevoir des messages depuis le compte d'Émilie. Ok, à l'avenir, utilise ton propre compte, même si tu veux qu'on parle d'elle. Émilie. Salut, Nathan. Suzanne? Tu es sur le compte d'Émilie? Voici le moment où ça a commencé. J'avais laissé actif le compte Facebook d'Émilie, où je pouvais envoyer des messages de temps en temps postés sur son mur ou consulter ses albums photos. Mais je trouvais ça trop solennel, et plutôt indigne d'elle pour commémorer sa page. J'avais partagé l'accès avec sa mère, Suzanne. Elle possède ses identifiants et son mot de passe. Elle a dû passer tout au plus 3 minutes sur le site ou sur un ordinateur. Après un moment de doute, j'ai supposé que c'était elle. 16 novembre 2013. Émilie. Salut. Et si on allait faire un tour du côté de la gare dimanche? Putain, t'es qui? The whales on the bus. Dis-moi qui tu es, s'il te plaît. Suzanne m'a confirmé qu'elle ne s'était pas connectée sur le compte d'Émilie depuis la semaine de sa mort. Émilie connaissait un tas de gens, donc j'ai immédiatement supposé que c'était un de ses amis calé en informatique qui se foutait de moi de la pire manière possible. J'ai rapidement remarqué que peu importe qui discutait avec moi, il ou elle était en train de réutiliser de vieux messages issus de nos conversations privées. The whales on the bus. C'était quand on était en train de discuter des musiques à écouter pendant un voyage qui n'a jamais eu lieu. Des « Salut », on s'en est échangé 1 million de fois. Aux alentours de février 2014, Émilie a commencé à se taguer elle-même sur mes photos. J'obtenais des notifications pour ceci, mais généralement le tag s'enlevait toujours le temps que je le consulte. La première fois que j'en ai eu une, je me suis senti comme si quelqu'un m'avait frappé dans les intestins. Elle se taguait elle-même dans des endroits où il était plausible qu'elle soit, ou là où elle traînait habituellement. J'ai 2 screenshots, d'avril et juin. Ce sont les seuls que j'ai pris, donc ils sont un peu anciens par rapport au moment où j'écris tout ça. Pendant toute cette période, j'ai été incapable de trouver le sommeil. J'étais trop en colère pour dormir. Elle se taguait sur des photos aléatoires toutes les 2 semaines. Les amis qui l'ont remarqué et qui en ont parlé ont pensé que c'était simplement un bug. J'ai récemment découvert qu'il y avait eu des amis qui s'en étaient aperçus et qui n'avaient rien dit. Certains m'ont supprimé de leur liste d'amis. Certains d'entre vous se demandent sûrement pourquoi je n'ai pas supprimé mon compte Facebook. J'aurais aimé l'avoir fait. Je suis tout de même resté déconnecté pendant un temps. Cependant, les jours où je ne veux pas sortir, c'est agréable de pouvoir parler à mes amis. C'est agréable de visiter la page d'Émilie quand le cercle vert n'est pas à côté de son nom. J'étais déjà exclu socialement quand Émilie était encore en vie. Sa mort m'a transformé en une sorte d'ermite. Et Facebook et les mémoses sont mes seuls vrais liens sociaux. Le 15 mars, j'ai envoyé un message à celui qui a piraté le compte d'Émilie. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu l'attaques sans arrêt?
Le 25 mars, j'ai eu une réponse. Bonjour, 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 bonjour. C'est vraiment accablant, je comprends pas pourquoi tu peux aimer faire ça. Oh mon Dieu, des bougies parfumées à la cannelle. Va en enfer. Pourquoi tu fais ça? Ce n'est que lorsque j'ai revu ces messages quelques mois après que j'ai remarqué qu'elle réutilisait mes propres mots une fois de plus. Ma réaction doit sembler un peu terne vue comme ça. En fait, j'étais intentionnellement en train de le leurrer avec des appâts émotionnels. C'est vraiment accablant. Pour éviter qu'il finisse par se lasser de son jeu. Je partais du principe que ce genre de personne était du genre à se délecter de la détresse des autres. Dans le même temps, je postais sur des forums informatiques, je cherchais des moyens pour trouver le coupable, je contactais Facebook, je devais réduire ces recherches à leur terme afin de fournir des preuves. Avant que quelqu'un me le demande, oui, j'ai changé mon mot de passe et toutes mes informations personnelles un nombre incalculable de fois. Le 16 avril, j'ai reçu ça. On devrait essayer de faire notre confiture maison. Mon Dieu, Samantha. Non, pas pareil. Aucune chance de passer. Aucune chance de passer. Combien? La porte du fond du garage. Du fond. Je. Aucune chance de passer. Ça ressemble à un vulgaire charabia. Comme toutes nos conversations jusqu'à maintenant, c'est repris des messages qu'elle a envoyés de son vivant. Des toasts flageolés. Je sais pas. J'ai juste dit, je demande Nathan. 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 Je ne sais pas ce qui se passe. Je sais pas comment tu peux toujours avoir envie de faire ça. S'il te plaît, arrête. Émilie. S'il te plaît, arrête. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Nathan. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je n'ai trouvé aucune piste. Le support Facebook a accédé à ma requête et a pu me dire d'où avait eu lieu chacune des conversations sur mon compte. Mais toutes celles postérieures à sa mort pouvaient s'expliquer logiquement. Ma maison, mon lieu de travail, la maison de sa mère, etc. Ma réponse n'était pas un piège. Comme l'autre fois, je demande Nathan était une plaisanterie, trop lamentable pour l'expliquer. Mais la voir, elle, le dire encore une fois m'a paralysé au plus haut point. Ma vraie réaction était beaucoup moins belle à voir, je ne pensais pas lui répondre. Ces derniers messages ont commencé à m'effrayer. Mais je ne voulais pas l'admettre à ce moment-là. Oui, mais je n'ai pas vraiment les mots pour ça. moins 12, moins 15. Mon pull est dans le sèche-linge et il fait vraiment froid dehors. Vraiment froid dehors. Froid. Nathan, s'il te plaît arrête. Froid. Je sais pas ce qu'il se passe. A été le premier mot qu'elle n'a pas repris de ses anciens messages. Dernièrement, rien que le fait d'y penser me donne des cauchemars. Je n'arrête pas de rêver qu'elle est dans une voiture froide comme la glace, gelée, pâle, et je me tiens à l'extérieur dans la chaleur lui criant de m'ouvrir la porte. Elle ne réalise pas que je suis là. Parfois ses jambes sont dehors avec moi. 24 mai. Nathan. Je suis complètement bourré. Tu me manques. Peu importe qui est sur ce compte, je m'en fous. Chaque fois que je rentre du boulot, j'attends de te voir sur l'ordi. Je devrais pas être habitué maintenant? Émilie, aide-moi simplement à marcher. Je n'étais pas réellement bourré. Elle n'était pas du genre affectueuse et ça l'embarrassait toujours d'échanger un je t'aime ou un câlin et de dire combien je comptais pour elle. Elle était plus à l'aise pour en parler quand j'étais bourré. Je faisais mon possible pour avoir l'air d'avoir un verre dans le nez, en espérant qu'elle y soit réceptive. Sa réponse m'incitait à mémorialiser sa page. Pendant que ça pourrait m'aider à empêcher ce comportement, elle peut sembler inoffensive comparée à son précédent message. C'est repris de la fois où j'essayais de convaincre de me laisser la ramener chez un ami. Lors de l'accident, le tableau de bord l'avait écrasé, la coupure allait en diagonale depuis sa hanche jusqu'à mi-chemin de sa cuisse gauche. Une de ses jambes avait été trouvée coincée sous le siège arrière. Au retour 2 ans en arrière, le 7 août 2012. Nathan. Grey Street quelque part. Tu es en route pour la maison? Émilie. Quand tu verras ce message, s'il te plaît, appelle-moi tout de suite. J'ai appelé Pierrot et ils m'ont dit que tu étais parti à 4 heures. Je commence à paniquer. J'ai mal au ventre. Pitié, appelle-moi. Émilie, décroche ton téléphone. Ces messages ont été envoyés le jour de sa mort. Elle était habituellement à la maison vers 16h30. Si on y ajoute 2 ou 3 messages vocaux, ils constituent notre dernière conversation. En supposant qu'elle était encore vivante, vous saurez bientôt pourquoi je vous dis ça. Hier, 1er juin 2014. Émilie, es-tu en route pour la maison? Émilie, quand tu verras ce message, s'il te plaît, appelle-moi. Tout de suite. J'ai appelé Pierrot et ils m'ont dit que tu étais parti à 4 heures. Je commence à paniquer. S'il te plaît, arrête. Froid. Émilie, décroche ton téléphone, je sais pas ce qu'il se passe. Froid, gelé. J'ai mémorialisé sa page 2 jours après avoir reçu le message au sujet de la marche. Jusqu'à aujourd'hui, elle a été silencieuse. Elle ne s'est pas taguée sur mes photos depuis un moment.
Je ne sais pas quoi faire de plus. Dois-je supprimer sa page Facebook? Et si c'est elle? J'ai envie de vomir. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je viens d'entendre une alerte Facebook. J'ai trop peur de changer de fenêtre. Hop, petite pause dans la creepypasta pendant quelques secondes, c'est juste pour vous dire que la fin je la connais pas, je viens de voir qu'il y a une fin et pour moi la creepypasta s'arrêtait à ce moment-là. Et donc je vais la découvrir en même temps que vous la fin. Donc c'est parti, reprenons. Je suis allé voir, j'ai entendu l'alerte pendant que j'écrivais ce résumé. Cette fois-ci elle m'a envoyé une photo. Émilie. Je l'ai, c'est ma porte. C'est mon ordi. J'ai reçu le message il y a 3 heures, mais je n'avais pas osé le consulter jusqu'à maintenant. Je flippe vraiment maintenant. Je n'ai aucune idée de qui a pu prendre cette photo. Et voilà, j'espère que cette 5e et plus longue creepypasta vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, lâcher un like, vous abonner, partager la vidéo, liker ma page Facebook, me follow sur Twitter et m'ajouter sur Snapchat. Et donc, sur ce, moi je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine creepypasta plus courte forcément. Et n'oubliez pas, comme le dit la creepypasta, si vous allez sur Facebook et que vous voyez que vous avez reçu un message, surtout, ne faites pas